Bonsoir, bienvenue sur MCM Group. Aujourd'hui, nous allons essayer de tenter de traiter cette fonction. On dit soit f de x, la fonction définie par f de x égale à 1 demi de x plus 1 plus 3 ln, valeur absolue de x plus 1 sur x moins 3. Donc, petit a, étudions les variations de la fonction f. Vous devez comprendre que lorsqu'on vous demande d'étudier une fonction, c'est depuis la première étape jusqu'au niveau du tableau de variation. Alors, donc, domaine de définition de la fonction f. Domaine de définition de f. Alors, la fonction f est définie pour tout élément de R tel que, on regarde, on voit que cette fonction-là est une somme de fonctions. Je prends la première partie étant une fonction polynôme, elle est définie dans R. Donc, ça veut dire que l'ensemble de définition de cette fonction va se réduire strictement à l'ensemble de définition de la partie comportant le logarithme. Donc, dans ces conditions, puisque l'argument de la fonction ln comporte la valeur absolue, cette fois-ci, on ne posera pas supérieur à 0, mais on va poser différent de 0. Donc, le rapport x plus 1 sur x moins 3 doit être différent de 0. Dans ces conditions, x plus 1 ne soit pas nul, mais en même temps, x aussi moins 3 est différent de 0. Quand on tire dans chaque cas, on voit que x sera différent de moins 1 et x aussi sera différent de 3. Donc, l'ensemble défini sera égal à quoi? À R sauf moins 1 et 3. Sauf moins 1 et 3. Alors donc, vous devez retenir que cette fonction existe pour toute valeur de x privée de moins 1 et de 3. Dans ces conditions, les droites d'équation x égale à moins 1 et x égale à 3 deviennent automatiquement des asymptotes verticales. Si vous voulez, on peut écrire ça sous forme d'intervalle. En ce moment, le df devient l'intervalle ouvert à partir de moins infini jusqu'à moins 1, ouvert, union de moins 1 à 3, ouvert, et union de 3 jusqu'à plus infini. Ça, c'est très important. À partir de là, on peut calculer les limites de la fonction au bord de son ensemble de définition. Limite f au bord de D. Très bien, donc on peut prendre la limite lorsque x tend vers moins infini de f de x, ce qui est égal à la limite x tendant vers moins infini. La fonction c'est quoi? La fonction c'est 1 demi de x plus 1 plus 3 fois ln, valeur absolue de x plus 1 sur x moins 3. Sur x moins 3. Très bien. Donc, lorsque vous remplacez x par moins infini ici, donc on a moins infini plus 1 c'est moins infini. Alors la première partie nous donne moins infini. Vous venez ici, vous remplacez x par moins infini, il y a moins infini plus 1 c'est moins infini. Sur moins infini, moins 3, moins infini sur moins infini, ça devient une forme indéterminée. Dans ces conditions, il faut essayer de manipuler ici pour lever cette indétermination. Alors donc, on peut dire, quel que soit x appartenant à df, ln, valeur absolue de x plus 1 sur x moins 3, peut être égal à ln, valeur absolue
de x facteur de 1 plus 1 sur x, le tout sur x facteur de 1 moins 3 sur x. Là, je peux simplifier x et x. En ce moment, lorsque x tend vers moins infini, ici vous avez 1 sur moins infini, c'est 0. 1 sur moins infini, 0. Il sort 1 sur 1, c'est 1. Valeur absolue de 1, c'est 1. ln de 1, c'est 0. Alors, donc, la limite, lorsque x tend vers moins infini, de ln, valeur absolue, de 1 plus 1 sur x sur 1 moins 3 sur x, c'est égal à 0. En ce moment, donc ça veut dire la limite lorsque x tend vers moins infini de cette quantité étant égale à 0, et 0 plus moins infini, ici ça va donner toujours moins infini. En ce moment, vous obtenez lim lorsque x tend vers moins infini de la fonction f de x, ça c'est moins infini. Vous pouvez aussi calculer naturellement plus infini. Vous avez la limite lorsque x tend vers plus infini de la fonction f de x, ce qui est égal à la limite lorsque x grandit de 1 demi de x plus 1 plus 3 ln, valeur absolue, de x plus 1 sur x moins 3. Très bien. Lorsque vous remplacez également x par plus infini, vous avez la première partie vous donne plus infini. Mais ici, également, ça va vous donner une forme indéterminée. Il faut lever l'indétermination telle que nous l'avons fait ici. En le faisant, vous allez trouver ici 0. 0 plus infini, parce que déjà la partie là, quand il tend vers plus infini, ça sera 0 lorsque vous factorisez. Maintenant, 0 plus infini, ici, le résultat est plus infini. Multiplié par 1 demi, c'est toujours plus infini. Alors, la limite, lorsque x grandit de f de x, vous donne plus infini. Maintenant, quand il s'agit de déterminer la limite, lorsque x tend vers moins infini, moins 1 à gauche, moins 1 à droite, 3 à gauche, 3 à droite, étant donné que moins 1 et 3 sont des asymptotes verticales, tu n'es pas obligé de te fatiguer, tu peux directement mettre lim lorsque x tend vers moins 1 négativement de f de x. Tu peux garder ça en mettant infini sans signe, puisque naturellement, si c'est une asymptote verticale, sa limite va donner une valeur infinie, sauf dans les cas en 12e année où on dit prolongement par continuité. À part ça, une asymptote verticale, sa limite donne toujours infini. Donc tu peux garder, tu mets encore lim lorsque x tend vers moins 1 positivement de f de x, là aussi c'est infini. La même chose avec 3. La limite lorsque x tend vers 3 par valeur inférieure de f de x, tu mets infini. Et la limite lorsque x tend vers 3 positivement de notre fonction, ça vous donne infini. Vous gardez ça et vous dérivez la fonction. Alors, dériver sens de variation. Dérivée et sens de variation. Cette fonction f est une fonction qui sera dérivable. Dérivable sur son ensemble de définitions sur D. Et sa dérivée est 2 points. Alors, j'ai f' de x est égal à 1 demi x plus 1 plus 3 ln, valeur absolue de x plus 1 sur x moins 3. Qu'est-ce qui me prend? X moins 3 que je dérive. Dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées, donc on peut dériver partiellement. F' de x est égal
1 demi est une constante, je peux sortir hors du signe différentiel. Donc je mets 1 demi. Alors, facteur, dérivé de x, c'est 1. Dérivé de 1, c'est 0. Plus 3 facteur. 3 aussi c'est une constante. 3 qui est là, c'est une constante. Je le sors hors du signe différentiel, je dérive ça. Et vous savez que ln de u dérivé, c'est u dérivé sur u. Donc tout le rapport là, c'est notre u. On dérive ça. C'est-à-dire c'est x plus 1 sur x moins 3. Alors que je dérive, si vous voulez. Que je dérive sur x plus 1, le tout sur x moins 3. Ça veut dire que c'est seulement ça qu'on dérive. Donc on continue à dériver. F' de x devient 1 demi 1 plus. Alors ce qui est dans la parenthèse, je mets d'abord 3. Je dérive ça. Ça c'est la forme de u sur v dérivé. Donc c'est u dérivé v. Dérivé de x plus 1, c'est 1 multiplié par x moins 3. Donc on va avoir x moins 3 moins v dérivé. Lorsque vous dérivez encore x moins 3, c'est 1 multiplié par x plus 1. En ce moment, vous avez moins x moins 1. Moins x moins 1. Le tout sur v au carré. V c'est x moins 3 au carré. En ce moment. Et puis divisé par x plus 1, le tout sur x moins 3. À 1 demi, toujours crochet de 1 plus 3 facteur. Ici, x moins x, ils vont se simplifier. Moins 3 moins 1, on a moins 4 sur, on peut simplifier x, 1x moins 3 ici, x moins 3, on écrit x moins 3, le tout sur x plus 1. Alors la fonction dérivée, f' de x devient 1 demi crochet de 1 plus 3 encore facteur de moins 4 sur 3 multiplie x 3 multiplie x plus 1. Donc on a x moins 3 multiplié par x plus 1. À 1 demi, là on peut développer de 1, 3 fois moins 4, c'est moins 12 sur, si on veut aussi on peut développer x fois x, x au carré, ça c'est si on veut, x au carré plus x moins 3x moins 3. F' de x devient 1 demi facteur de 1 moins 12 sur x au carré moins 2x moins 3. Ce qui est égal à 1 demi facteur. Là, on peut le réduire au même dénominateur en multipliant par moins 2x moins 3 moins 12, le tout divisé par x au carré moins 2x moins 3. Donc, notre fonction f' de x devient, quand je développe,
moins 2x moins 15 sur 2 fois x carré moins 2x moins 3. C'est très important. Je crois que c'est ça la dérivée de cette fonction. Après avoir dérivé la fonction, il faut passer à l'étude du signe de la dérivée. Mais pour obtenir le signe de la dérivée naturellement, il faut chercher à savoir est-ce que cette dérivée s'annule. Si oui, il faut d'abord avoir ses racines. Donc on détermine les racines de la dérivée. Racine de f' de x. Que certains peuvent. Pour les obtenir, il faut égaliser la dérivée à 0. Donc f' de x égale à 0. Ceci entraîne que x au carré moins 2x moins 15 égale à 0. Parce que c'est une fraction. Quand vous égalisez une fraction à 0, tenez-vous bien, c'est son numérateur seulement qui doit être égal à 0. Une équation du second degré, on peut passer par delta pour avoir ses racines. Delta sera égal, b au carré c'est 4, moins 4a c'est 4 fois 15, donc plus 4 fois 5, 20, 2, 4 fois 1, 4 et 2, 6, 60, ce qui est égal à 64. Alors, radical de delta devient 8. Delta étant positif, nous avons deux solutions en x. x1 moins b, donc c'est 2, moins racine carrée de delta 8 sur 2 fois a, 2. Et x2 également sera c'est 2 plus 8 et tout sur 2. Ici, nous avons moins 6 sur 2, ça me donne moins 3. Et là, c'est 10 sur 2, ce qui est égal à 5. Bien, nous avons déjà les racines de la dérivée. On peut bien entendu déterminer leurs images. Alors, on devient les images, c'est-à-dire de chaque racine par la fonction mère. On commence par la première racine qui est moins 3. Partout où nous voyons x, on remplace par moins 3 dans la fonction. Donc j'obtiens 1 demi de moins 3 plus 1 plus 3 ln, valeur absolue, de moins 3 plus 1 sur moins 3 moins 3. Ce qui est égal à 1 demi, moins 3 plus 1, ça fait moins 2. Donc j'ai moins 2 plus 3 ln, valeur absolue. Ici également, j'ai moins 2 sur moins 6. Ce qui me donne 1 demi moins 2 plus 3 ln, valeur absolue de 1 tiers. En simplifiant par 2, 2. Ce qui est égal à 1 demi fois moins 2 plus, ou alors, oui, plus ln de 1 moins 3 ln de 3 en appliquant la propriété des logarithmes. Ça me donne 1 demi facteur de moins 2. ln de 1 c'est 0 multiplié par 3 c'est 0. Donc moins 2 moins 3 ln de 3. Ce qui est égal à moins 3 demi ln de 3. Alors vous avez f de moins 3 qui est égal à moins 1 moins 3 demi ln de 3. On peut garder ça. Alors j'ai f de 5 dans la même fonction, c'est 1 demi facteur de 5 plus 1 plus 3 ln, valeur absolue. On dit que c'est x plus 1, donc 5 plus 1 sur 5 moins 3. C'est égal, 5 plus 1 c'est 6, alors plus 3,
ln, la valeur absolue de 6 sur 2. Ce qui est égal facteur de 6 encore plus ln de 3, ln valeur absolue de combien de 3? Alors, je peux dire que f de 5 sera égal, quand je fais rentrer, c'est 3 plus 3 demi ln de 3. Ça également, on peut le garder. Ce sont les... On peut essayer d'étudier les signes de la dérivée. Signe de f' qui est en fonction de x. C'est un tableau bien entendu. Donc j'ai x l'intervalle c'est de moins infini. On va regarder les deux asymptotes verticales et les deux racines trouvées. On les classe par ordre croissant. Je pense que moins 3 est la plus petite valeur. Je prends moins 3 et il y a moins 1, il y a 3, il y a 5 et il y a plus infini. Très bien. Donc la dérivée, moins 15, après j'ai x carré, moins 2x et moins 3. Finalement, je peux avoir f' de x. Alors, moins 3 qui est là, annule, quand on a égalisé la dérivée à 0, il y a moins 3 qui annule ça, mais est-ce qu'elle va annuler la dérivée? Oui, elle annule la dérivée. Alors, quelque part, moins 1, lorsqu'on a égalisé la dérivée à 0, on n'a pas trouvé moins 1, donc moins 1 va annuler cette quantité, mais moins 1 n'annule pas ça. 3, non, donc 3 va annuler ça, mais 3 n'annule pas ici. 5, il annule ici, il vient annuler la dérivée. Très bien. Ici, nous avons un polynôme du second degré, donc le signe de ce polynôme sur l'intervalle de moins l'infini à plus infini va dépendre de celui de A, sauf entre les deux racines. Alors, A étant positif, donc je mets plus et plus. Entre les racines, ce sont contraires. Alors, là également, c'est un polynôme du second degré. Je peux mettre plus, plus. Entre les deux racines sont contraires. Et je fais le rapport des signes. En ce moment, j'obtiens plus, moins, plus, moins et plus. Donc, si on veut interpréter ça, nous allons dire, pour tout x que vous choisissez, entre moins infini jusqu'à moins 3 ouvert, union, que vous prenez entre moins 1 et 3, et que vous prenez entre 5 et plus infini, vous voyez que la dérivée f de x, f' est positive. Donc, f est une fonction croissante. f croît. Pour tout x encore que vous choisissez sur l'intervalle de moins 3 jusqu'à moins 1, ouvert, union, de 3 à 5, vous comprendrez que la dérivée de la fonction est inférieure à 0. Alors, f est une fonction décroissante. On va établir son tableau de variation.
Vous devez faire très attention, chers candidats, pour bien établir le tableau des signes de la dérivée, parce que le sens de variation d'une fonction dépend du signe de sa dérivée. Lorsque vous ratez le signe de la dérivée, vous ratez la représentation graphique. Je fais ce tableau de variation qui sera en fonction du tableau des signes de la dérivée. Donc f' de x et vous avez f de x. Nous sommes sur l'intervalle de moins infini, moins 3, moins 1, 3, 5 et puis plus infini. Donc moins 3, c'est une racine et 5 est une autre racine, mais les deux sont des asymptotes verticales. Bien. Plus, c'est-à-dire je reproduis les signes de f' de x. Moins, plus, moins et plus. Alors, maintenant sur l'intervalle de moins l'infini jusqu'à moins 3, la dérivée est positive, c'est que la fonction va croître. Alors, quelle est l'image de moins infini quand nous avons calculé la limite quand il tend vers moins infini? Nous avons trouvé moins infini, donc moins infini va être là. Entre moins 3 et moins 1, la dérivée étant négative, c'est que f décroît. Elle décroît en quittant au sommet de la courbe, c'est-à-dire au point moins 3 et son image, vers moins infini, mais vers son asymptote vertical, moins infini ou en bas. Ici, là, c'est que nous sommes à gauche de moins 1. Ça, c'est moins 1 par valeur inférieure. Comme tu n'avais pas mis le signe de infini quand il tend vers moins 1 par valeur inférieure, donc tu peux venir mettre ça. Quand il tend vers moins 1 négativement, vous trouvez que c'est moins infini. Ici, dans ce tableau, donc, tu vas directement, tu mets là-bas moins infini. Et entre moins 1 et 3, entre les deux asymptotes verticales, la courbe va croître. Elle quitte où? Elle quitte à partir de plus infini, et de moins infini, excusez-moi. Elle quitte de moins infini ici pour plus infini. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à droite encore de l'asymptote verticale 1, la fonction quitte à moins infini. Donc, la limite quand il tend vers moins 1 positivement, ça sera moins infini. Et quand il tend vers 3 négativement, ça sera plus infini. Entre 3 et 5, la dérivée aussi est négative, donc f décroît. Si elle décroît, elle va quitter en plus infini, mais à droite de l'asymptote verticale qui est 3. Donc lorsque x tend vers 3 positivement, c'est plus infini. Alors, donc quand x tend vers plus infini, la fonction croît parce qu'entre 5 et plus infini, la dérivée est positive. Dans ces conditions, on fait descendre ça. On regarde maintenant les images trouvées. Lorsque x tend vers moins 3, son image c'est moins 1, moins 3 demi ln de 3. Qu'on peut noter ça comme alpha, c'est-à-dire vous mettez ici comme alpha, après vous calculez. Et l'image ici, vous pouvez mettre bêta, si vous voulez, vous calculez après. Donc, je mets ici alpha. Donc, la fonction croît vers alpha et elle décroît vers son asymptote vertical à moins infini. Entre les deux asymptotes verticales, f croît. Donc, elle quitte à moins infini, en bas de l'asymptote verticale moins 1 et elle croît vers la gauche de l'asymptote verticale. 5, l'image de 5, on peut noter aussi par bêta. Donc, f va quitter de plus infini pour descendre ici et finalement, elle croît vers plus infini. Très bien. Alors, voici le tableau de variation de cette fonction. Comme ils ont dit d'étudier f, nous avons étudié la fonction jusqu'au niveau du tableau de variation. Très bien. La deuxième question, petit a, on dit de démontrer que C admet un point d'inflexion oméga et que oméga est un centre de symétrie de C. Un point d'inflexion d'une courbe C,
le point où la courbe traverse sa tangente. Mais pour obtenir ce point, il faut être assuré que la dérivée seconde s'annule en ce point, c'est-à-dire la dérivée seconde s'annule et change de signe en ce point. Ça veut dire quoi? Il faut encore redériver la fonction. On a déjà dérivé pour une première fois, il faut dériver pour une seconde fois et vérifier que cette dérivée seconde s'annule et change de signe. Donc, en venant dériver ça pour une deuxième fois, on prendra f seconde de x sera, on peut également sortir 1 demi par là, 1 demi facteur, et puis on dérive, c'est la forme de u sur v dérivé. Dérivé de u, dérivé de x carré, c'est 2x, donc je vais avoir 2x moins 2 multiplié par, si vous voulez, multiplié par, pour redériver ça deux fois, f seconde de x est égal, je peux faire sortir encore un demi facteur, alors c'est la forme de u sur v dérivé, u dérivé, dérivé de x carré, ça me donne 2x, moins 2 multiplié par v, v c'est x au carré, moins 2x, moins 3, moins v prime, c'est encore 2x, moins 2, facteur de x au carré, moins 2x, moins 15, le tout divisé par v au carré. Alors, donc, c'est x au carré, moins 2x, moins 3 au carré. Très bien. Alors, f seconde de x devient 1 demi facteur, je vais développer, ou alors je factorise encore par, puisque j'ai 2x moins 2, je peux mettre en évidence, j'ai 2x moins 2 facteur de x carré moins 2x moins 3 moins x au carré plus 2x plus 15. Le tout divisé par x carré moins 2x moins 3, le tout au carré. Seconde de x devient 1 demi facteur de toujours de 2x moins 2, les termes à x carré, alors ils vont partir, les deux vont rentrer à la maison, 2x plus 2x vont aussi également rentrer, et moins 3 plus 15, ça fait 12, le tout sur x au carré, moins 2x, moins 3, élevé au carré. Alors, dans ces conditions, 6, si vous voulez, facteur de 2x moins 2. Le tout sur x carré moins 2x moins 3, le tout au carré. Voici la dérivée seconde de x. C'est 6 facteur 2x moins 2 sur x au carré moins 2x moins 3 élevé au carré. Alors, on doit chercher à savoir est-ce que cette dérivée seconde s'annule et change de signe en un point. Donc, dans ces conditions, il faut égaliser la dérivée à 0, comme si on cherchait encore ses racines. De f seconde de x égale à 0, ça entraîne que 6 facteurs de 2x moins 2
égale à 0. Nous avons un produit de facteurs. Lui, il est différent de 0. Cela veut dire seulement que c'est 2x moins 2 qui doit être égal à 0. En ce moment, 2x égale à 2. X sera égal à 2 sur 2, qui est égal à 1. Alors, prenons le signe de la dérivée seconde. On va aussi étudier le signe de la dérivée seconde. J'ai f seconde de x. Nous sommes sur l'intervalle de moins infini. Alors, les deux asymptotes verticales sont toujours là. Hein. C'est moins 1 et 3. Il y a moins 1. Et la valeur qui annule la dérivée seconde, c'est 1. Donc, il y a 1 et il y a 3. Et puis, plus infini. Ça annule asymptote verticale. 1 annule la dérivée seconde. Alors, la dérivée seconde ici, le signe naturellement dépendra de son numérateur parce que son dénominateur est déjà élevé au carré. Donc, pour tout x que vous choisissez sur l'ensemble de définitions de cette fonction, x carré moins 2x moins 3, le tout au carré est déjà supérieur à 0. Donc, le signe dépendra seulement de 2x moins 2. Fonction affine, on voit que c'est le signe contraint de a avant sa racine. Donc, j'ai moins, et après sa racine, c'est plus. Ce qui nous intéresse, c'est la partie là, c'est-à-dire l'intervalle de moins 1 à 3, où se trouve la racine. En regardant ici la racine de la dérivée seconde, on voit que la dérivée seconde s'annule à 1 et change de signe, parce que de part et d'autre, nous avons des signes différents. Alors, puisque la dérivée seconde s'annule et change de signe en ce point, le point là, quand on calcule son ordonnée, peut être un point d'inflexion. Quelle sera l'ordonnée de oméga? L'ordonnée de oméga, c'est que vous calculez l'image de 1 par la fonction mère. Alors, f de 1 sera égal à quoi? Nous avons déjà prouvé que puisque la dérivée seconde s'annule et change de signe, il peut y avoir un point d'inflexion. Oméga est forcément un point d'inflexion. On calcule son ordonnée. Son ordonnée, c'est qu'on remplace x par 1 dans la fonction mère. Ce 1 trouvé là. On aura f de 1 égale à 1 demi de 1 plus 1. X est remplacé par 1 plus 1 plus 3 ln, valeur absolue de 1 plus 1, le tout divisé par 1 moins 3. Ce qui est égal à 1 demi, 1 plus 1, ça fait 2, plus 3, ln, valeur absolue, 1 plus 1, 2, sur moins 2 aussi. Le résultat de ça, c'est 1 demi, combien? De 2, 2 sur moins 2, c'est moins 1, valeur absolue de moins 1, c'est 1, ln de 1, c'est 0, 0 fois 3, c'est 0, donc il sort uniquement 2. Mais 1 demi multiplié par 2, c'est 1. Donc f de 1, c'est égal à 1. D'où 2 points, oméga, ses coordonnées, c'est 1, 1. On va vérifier que oméga est un centre de symétrie de la courbe représentative. Pour ce faire, en classe, on vous a dit si le point oméga a pour couple de coordonnées A et B, alors pour que oméga soit un centre de symétrie, tu peux vérifier que f de x plus A moins B, si ça te donne une fonction impaire. Dès que la condition là vérifie, ça veut dire que oméga que nous avons trouvé sera forcément un centre de symétrie de la courbe représentative. Donc si on remplace A et B par leur valeur ici, c'est-à-dire A c'est 1, B c'est 1 encore, il vient. Donc f de x plus 1 moins 1 sera égal à 1 demi, x plus 1 moins 1 égale à 1 demi facteur
C'est-à-dire dans la fonction, partout où on voit x, on remplace par x plus 1. Donc, je vais avoir x plus 1 plus 1 plus 3 ln, valeur absolue de x plus 1 sur x moins 3 moins 1 encore, parce qu'on a dit f de x plus 1 moins 1, ce qui est égal à 1 demi facteur de x plus 2 plus 3 ln, la valeur absolue de x plus 1 plus 1, c'est 2 sur x moins 2 moins 1. Alors, à partir de là, je peux développer. Ça va me donner 1 demi de x plus encore 1 demi ln, valeur absolue de x plus 2 sur x moins 2 moins 1. Alors, ce qui peut partir, donc il va sortir 1 demi de x plus 3 demi, valeur absolue de x plus 2 sur x moins 2. À partir de là, si je veux, je peux essayer de x plus 3 ln, valeur absolue de x plus 2 sur x moins 2. Voici f de x plus 1 moins 1 qui peut être égal à une fonction g de x si je veux. Alors cette fonction, nouvelle fonction g de x, c'est 1 demi de x plus 3 ln, valeur absolue de x plus 2 sur x moins 2. Alors, c'est celle-là qui doit être impaire. On doit maintenant démontrer que cette fonction est impaire. Pour ce faire, qu'est-ce qu'il faut? Il faut juste calculer f de moins x. Si c'est égal à... Il faut calculer g de moins x et que ça trouve moins g de x. X, c'est quoi? Partout où je vois x, je remplace par moins x. Donc, j'ai 1 demi facteur de moins x plus 3 ln, valeur absolue de moins x plus 2 sur moins x moins 2. À partir de là, je continue. J'ai g de moins x sera égal à 1 demi de moins x plus. À partir de là, qu'est-ce que je fais? Je peux appliquer la propriété des logarithmes. Donc 3 facteur de ln, valeur absolue de moins x si je veux, ou bien quand je factorise ici par moins moins, j'obtiendrai comment? J'obtiendrai x moins 2 moins ln, valeur absolue de x plus 2. Voilà. Moins x devient 1 demi. À partir de là, je peux factoriser ça par moins. Donc j'ai 1 demi crochet de moins x moins 3 facteur de moins ln, valeur absolue de x moins 2 plus ln, valeur absolue de x plus 2. Je factorise maintenant tout ça par moins. Quand je sors ainsi moins, j'ai moins 1 demi. Alors, crochet. Ici, il devient x plus 3 facteur. Bien, je peux commencer par ça. ln, valeur absolue de x plus 2 moins ln, valeur absolue de x moins 2. Devient moins 1 demi
facteur de x plus 3 ln, valeur absolue 2. X plus 2 sur x moins 2. Alors, quand vous regardez le signe moins, elle est égale à la fonction g de x. Donc, on voit que g de moins x est bel et bien égal à moins g de x. Donc, le point oméga, donc, oméga des coordonnées 1, 1 est un centre de symétrie. Un centre de symétrie de C. F de x, ce sera égal à 1 demi de x plus 1 demi plus 3 sur 2 ln, valeur absolue de x plus 1 sur x moins 3. Alors, lorsque je fais ça, je vois cette première partie-là qui est sous la forme de l'équation d'une asymptote oblique, c'est-à-dire l'équation d'une droite. Je vais seulement vérifier, est-ce que f de x moins cette quantité-là, ce qui va rester, sa limite en plus ou moins infini me donne 0. Alors, j'obtiens f de x moins facteur de 1 demi de x plus 1 demi sera égal à 3 demi ln, valeur absolue de x plus 1 sur x moins 3. La limite quantité là, ça donne 0. Or, lim, lorsque x tend vers plus ou moins l'infini, de 3 demi ln, valeur absolue de x plus 1 sur x moins 3 étant égal à 0, alors cela signifie que la droite D, 2 points d'équation y égale à 1 demi de x plus 1 demi est asymptote. AC. À partir de la 10e année, il faut que les courbes de coordonnées du point oméga vérifient cette équation de droite. Un point A ou bien un point quelconque appartient à une droite, c'est lorsque les courbes de coordonnées de ce point vérifient naturellement l'équation de cette droite. Donc, Y, on va dire oméga, appartient à D, signifie que y de oméga est égal à 1 demi de x de oméga plus 1 demi. On vérifie. Est-ce qu'en remplaçant les coordonnées de oméga par leur valeur, on aura quelle est l'ordonnée de oméga? Je crois que c'est 1. J'ai est-ce que 1 égale à 1 demi x de oméga, c'est 1, donc fois 1 plus 1 demi. 1 égale 1 multiplié par 1, c'est 1 plus 1 demi, donc même dénominateur, je fais la somme des numérateurs, 1 plus 1, ça fait 2, divisé par 2, c'est 1. Voilà. Comme il y a égalité, ça veut dire qu'oméga appartient effectivement à D. L'intersection très rapidement. Cx' OX, en tous ces points, c'est Y qui est égal à f de x, qui doit être égal à 0. Mais soyez très intelligents les enfants, parce que lorsque vous voulez résoudre cette équation, ça devient très difficile. Donc ne perdez pas du temps pour ces genres d'équations. Tu peux regarder en étant intelligent sur la courbe pour voir qu'est-ce que cela va te donner. Tu vas sur l'acte des ordonnées, CF, inter Y' au Y. En tous ces points, c'est x qui doit être égal à 0. On va vérifier. Pour x égale à 0, dans cette fonction mère, on remplace x par 1 dans f de x qui est égal à 1 demi de x plus 1
plus 3 ln, valeur absolue de x plus 1 sur x moins 3. Alors, pour x égale à 0, si c'est un tiers, on va calculer f de 0 devient 1 demi de x plus 0. Donc 1 tiers, valeur absolue de 1 tiers, donc c'est ln de 1 moins ln de 3. Ce qui est égal à 1 demi moins encore ln de 3 sur 2. Ça c'est f de le champ. C'est à partir de là on va savoir est-ce que notre culture a bien donné. On regarde le tableau de variation en représentant d'abord toutes les asymptotes. Voici les deux asymptotes à la courbe C verticale. Voici une troisième asymptote oblique à la courbe sur laquelle appartient le point oméga. Ça, c'est le point oméga. Ça. Les coordonnées 1, 1. Donc, on regarde notre tableau de variation pour tracer. On dit que la courbe quitte de moins l'infini et va vers un point de coordonnées moins 3 et moins 2,6. Donc, x moins 3, y moins 2,6. Et puis, ça redescend vers moins infini, mais à gauche de l'asymptote verticale qui est moins 1. Donc, la courbe va quitter à moins l'infini, mais tout en longeant son asymptote oblique. Elle quitte moins l'infini, elle longe l'asymptote oblique, elle vient ici en un point de coordonnées moins 3 et moins 2,6. Et puis, qu'est-ce qu'elle fait? Elle redescend vers moins infini, mais en longeant l'asymptote verticale à sa gauche, moins 1. Bien. Il y a une deuxième courbe qui est entre les deux asymptotes verticales, moins 1 et 3. Donc, elle quitte sa moins infini et va vers plus infini. Donc, la courbe croît en quittant ici de moins infini. Elle va longer encore l'asymptote verticale pour passer par le point 1,1 et en allant vers plus infini, en longeant tout. Ici également l'asymptote verticale. Troisième courbe, c'est de plus infini. Elle vient en un point de coordonnées 5 et 4,6. Donc x 5, y 4,6, les deux points de rencontre, c'est ici. Alors la courbe vient à ce point. Elle quitte en plus infini, mais à droite, l'asymptote verticale qui est 3. Elle descend. Donc voici. Elle vient à ce point. Quand elle arrive à ce point, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va vers plus infini, mais en longeant son asymptote oblique. Donc, ça, c'est la courbe C.